Joie, bonne humeur. Allez, voilà. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes connectés, vous arrivez tous. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Diagactu. On va revenir ensemble, entre nous, entre acteurs de la filière, pour le coup, là, sur ces annonces du ministre Olivier Klein, hein, le 4 avril dernier, lors de ce fameux webinaire qui a un peu déçu les diagnostiqueurs présents, paraît-il. On reviendra aussi peut-être aussi sur ce webinaire d'ailleurs. Mais on va revenir là plus librement entre nous, entre acteurs du terrain, je disais, sur ces annonces de renforcement, hein, puisque c'est quand même le sujet central de notre échange aujourd'hui. Et puis, c'est une annonce importante, hein, qui impacte considérablement votre dispositif de formation et de certification avec l'augmentation du nombre de jours de formation sur le DPE et puis l'augmentation importante aussi des contrôles et des surveillances dans le cadre de votre certification dans le domaine énergie et seulement dans le domaine énergie, bien sûr, hein, pour le moment en tout cas. Voilà, je vous laisse tranquillement le temps de rentrer. Comme vous savez, en tout cas pour les habitués, vous avez un chat qui se trouve en bas de votre écran. Ça s'appelle, je vérifie s'il est bien là, mais a priori, il est là, c'est le chat, c'est l'onglet discussion. Donc n'hésitez pas dès maintenant à utiliser cet onglet discussion. J'espère qu'il est bien, je vais vérifier s'il est bien accessible à tous, mais a priori ça semble être le cas. N'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, et puis voilà, hello. Donc voilà, bonjour Christophe, merci. Il fonctionne bien. N'hésitez pas à l'utiliser, hein, pour commenter, pour poser vos questions. On prendra le temps aussi, hein, de répondre à vos questions, en tout cas de rebondir sur ce que vous nous dites ce matin, ce qu'on n'avait pas fait lors du webinaire du 4 avril, d'où beaucoup de déceptions, puisque les échanges étaient quand même très limités, mais évidemment, le contexte était très différent. C'était un webinaire organisé très méticuleusement par la DHUP, et les questions étaient aussi organisées très méticuleusement par la DHUP, donc on va pouvoir là nous exprimer beaucoup plus librement ensemble avec nos quatre invités que je vous présente immédiatement. Alors, Bastien Hulin, bonjour Bastien, Bonjour, bonjour à euh, tous, bonjour Alain. diagnostiqueur, dirigeant d'une belle entreprise située dans le Grand Ouest, et puis vous êtes aussi président adjoint de la CDI FNEM, si je ne dis pas Exactement, de bêtises, c'est le cas. c'est cela. Voilà, et Hervé Pogam, bonjour Hervé, directeur d'Absidia Bonjour. Formation, d'Absidia Certification, de Sherwood Training et de Calixpert, donc deux OC, deux OF. Donc on va revenir avec vous Hervé sur ces évolutions qui vous concernent évidemment à double titre, hein, sur la formation et la certification. Cathy Segal, bonjour, diagnostiqueuse, vice-présidente de la FIDI, la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier, et aussi dirigeante d'un cabinet situé à Toulouse. Bonjour Cathy. Bonjour. Et enfin, Stéphane Ramon, directeur d'OFIB, de l'OFIB. Bonjour Stéphane. Bonjour Alain, bonjour à OFIB, c'est tous. un des organismes de formation historique de notre filière. Vous formez depuis longtemps les diagnostiqueurs, mais pas que. Et vous êtes aussi expert judiciaire dans la région d'Angers et de Nantes, hein, c'est ça, hein, Oui, c'est ça. qu'on appelle d'Angers et administratif Cours d'appel. administratif de Nantes, oui. Voilà, En thermique notamment. en thermique. Voilà pour nos quatre invités et cette présentation. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Bonjour Isabelle, voilà, qui nous suit également, je suis ravi. Bonjour Eric, je crois avoir vu Eric d'ailleurs une de vos questions passer par mail que j'ai reçue hier. D'ailleurs, on va revenir sur certains points de vos questions qui étaient tout à fait pertinentes sur le sujet du jour. Voilà, alors on va revenir donc sur ces annonces du ministre le 4 avril, en renforcement des formations, quasiment 3 fois plus de jours de formation pour la formation initiale, la formation continue également extrêmement renforcée, et puis la certification, là, un contrôle sur ouvrage ou une surveillance chaque année pendant votre cycle de 7 ans. Alors, je précise bien sûr que ce sont des propositions de la DHUP qui ont été présentées le 16 mars, mais qui restent en consultation. Je pense que la DHUP a bien compris que tout ça était très lourd. Donc, il y a des discussions qui se poursuivent, hein, actuellement avec vos représentants, avec les OC, les OF, pour essayer d'équilibrer un peu
ces mesures en efficience et puis en coût. On va y revenir bien sûr sur les coûts de ces mesures pour vous, diagnostiqueurs, pour vos entreprises, parce que ça a un impact évidemment considérable, surtout si on pense aussi à ce qui est prévu à partir du 1er janvier 2024 pour l'audit énergétique, pour tous ceux d'entre vous qui vont faire de l'audit. Alors, je vais démarrer immédiatement avec une question très simple. La réponse ne sera pas toujours très simple, mais avec chacun d'entre vous quatre. Donc, ces mesures plus drastiques, plus lourdes, de renforcement des formations, des certifications. Je vais demander immédiatement à Hervé Pogam, quand il aura terminé son café, voilà, ce qu'il pense, puisque vous êtes concerné là vraiment à double titre, hein, Hervé, de ces renforcements de la formation, de la certification. Est-ce que c'est une réponse pertinente au manque de fiabilité du DPE et est-ce que ça peut tendre vers l'objectif qui est fixé bien sûr par la DHUP, c'est-à-dire améliorer la qualité de réalisation des DPE, Hervé? Alors, c'est gentil de me donner la parole. Je ne savais pas qu'on allait commencer par moi. Est-ce qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet ou est-ce qu'on fait des paraphrases? J'ai tendance toujours dans à le vif du parler. sujet. Je sais que vous ne faites pas de paraphrase. J'ai toujours tendance à faire des comparatifs, des images. Là, j'ai l'impression qu'on est dans la pâtisserie dans un 4 quarts sur lequel les réponses au niveau formation et certification satisfont 2 quarts, mais il me manque à mon avis 2 autres quarts. C'est-à-dire, bien entendu, ce métier n'est pas un métier hors sol qui s'exerce tout seul et de loin. C'est un métier auprès desquels les diagnostiqueurs sont confrontés en permanence à des donneurs d'ordre. Les dits donneurs d'ordre, depuis de très nombreuses années, exercent auprès de ce métier, est-ce qu'on va appeler ça des pressions, des demandes, que ce soit les notaires, les agences immobilières. Vous avez aussi pour les entreprises qui concourent à des appels d'offres, on parle de DPE, des On y appels d'offres reviendra, Hervé, qui continuent à être dans des niveaux avec des DPE qui peuvent être validés à 15 ou 16 euros le DPE. Tout le monde le sait, donc je pense que ça, c'est un 3e quart. Il est nécessaire aujourd'hui d'amener autour de la table, bien entendu, ces gens-là. Il n'y a pas le choix. Quel que soit le niveau de formation, le niveau de certification, tant que les donneurs d'ordre ne seront pas autour de la table pour accepter la nouvelle donne de ce métier, qui est un métier encore récent, je reste persuadé que ça sera compliqué d'aller plus loin. Et le 4e quart, c'est les diagnostiqueurs eux-mêmes. Diagnostiqueurs, pas d'un point de vue technique, d'un point de vue formation ou certification, bien entendu que se former un peu mieux, contrôler les certifications est forcément quelque chose qui va dans le bon sens. Et pour une fois qu'on a un interlocuteur et un prescripteur qui va dans ce sens-là, on ne peut pas être contre. Globalement, on ne peut pas être contre. Mais il manque vraiment un aspect ensuite totalement éthique de ce métier qui n'a pas été préparé du tout à la gestion de ce qu'on lui demande aujourd'hui. Ce métier est né à la fin des années 90. C'était quelque chose d'excessivement technique, obscur pour la plupart des propriétaires. Pendant 15 ans, c'était quelque chose qui se faisait dans l'ombre le plus rapidement possible. Le plus facilement possible, ce n'était lu par personne et les conséquences étaient absolument nulles. Et du jour au lendemain, on se retrouve avec quelqu'un à qui on met entre les mains un pouvoir quasiment divin par le biais du DPE qui consiste à pouvoir dire à quelqu'un « je vous donne », alors quand je dis « je », le métier qu'on me demande d'exercer fait que je vais vous donner l'autorisation ou non de continuer à louer, d'augmenter votre loyer, j'imagine à terme de vendre ou de ne pas vendre. Et ça, c'est quelque chose auquel la profession n'avait pas du tout été préparée. Et donc, je pense que dans le côté formation, s'il y a quelque chose sur lequel aussi il va falloir lourdement insister, mais en lien avec les donneurs d'ordre, c'est ce côté approche d'un métier qui aujourd'hui fait supporter aux diagnostiqueurs des très lourdes responsabilités auxquelles ils n'avaient pas vraiment été préparés. Voilà, je fais court, on y reviendra peut-être ou pas.
On va y revenir, Hervé. Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, là, vous brossez quelques causes de la problématique sur lesquelles on va revenir, bien sûr, pendant ce webinaire. Stéphane Ramon, en tant que directeur d'un organisme de formation, comment vous jugez, vous, cette réponse des pouvoirs publics, de renforcement du nombre de jours de formation, du nombre de contrôles de la certification? Est-ce que pour vous, c'est la bonne réponse et est-ce que ça peut atteindre le but fixé par les pouvoirs publics, donc toujours d'amélioration de ce fameux DPE? Stéphane. Alors, j'ai une approche un petit peu différente d'Hervé Pogam, mais globalement, on se rejoint sur la moitié du gâteau, pour reprendre son image, qui est atteinte, entre guillemets, dont les dispositions prises devraient convenir au plus grand nombre. Par contre, sur le fond, moi, je pense que l'administration n'a pas posé de réel diagnostic des causes, des critiques qui ont été émises. Alors, on va pas s'attarder à toutes les causes parce que c'est pas l'objet de ce webinaire, mais entre autres, il y a des problématiques, effectivement les problématiques d'éthique autour de la délinquance et de l'éco-délinquance, on va dire, je le mets dans la catégorie éco-délinquance. Quand je vois des émissions où on nous montre qu'il y a une matérialité de personnes qui essayent de tronquer une notation, soit pour des pressions commerciales, soit par volonté de satisfaire le plus sympathique, des fois le vendeur, ça me gêne parce que du coup, là, la formation, l'augmentation de la formation n'y peut rien. Là, on est dans une problématique déontologique et d'éthique. Donc, on est sur des problématiques de sanctions et de contrôle qu'il faudra qu'on évoque un peu plus tard. Il y a un autre aspect des choses, il y a une problématique de saisie, moi, que je relève aussi. Des erreurs. L'erreur qui peut être humaine, volontaire ou involontaire, mais l'erreur qui existe. Et sur cet aspect-là, je ne pense pas que l'action de formation aura un grand pouvoir. Il y a d'autres solutions, à mon avis, mais après, on pourra en débattre. Et puis, je dirais que, mais sinon, l'augmentation de la formation avec une partie plus pratique, je suis plutôt favorable, mais il faut que ça reste raisonnable et j'aimerais qu'il y ait une parité de traitement entre les différentes professions qui peuvent réaliser des missions connexes, à l'instar de l'audit énergétique. Je voudrais aussi qu'on prenne en compte que ces formations viennent s'inscrire également, viennent d'être complétées dans 2 projets d'arrêté compétences. Un arrêté compétences pour ceux qui font du DPE, d'accord, et puis un projet d'arrêté compétences pour l'audit énergétique réglementaire. Et il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans des journées démultipliées de formation, ce qui aura un coût pour les diagnostiqueurs et la profession, ce qui aura un coût aussi pour les organismes de formation, parce que nous, ça nous oblige à nous faire recertifier et donc à repasser à la moulinette toute la méthodologie d'approche de formation. Après, de façon plus générale, je voudrais juste conclure là-dessus, si vous me le permettez, Alain, c'est que on décrit le DPE comme étant un diagnostic très compliqué, très technique. Acte, mais il y a d'autres diagnostics qui sont très techniques. Le gaz, l'électricité sont des diagnostics très techniques et pourtant ils sont moins décriés. Et la question c'est pourquoi? Et la question, c'est pourquoi les formations ne sont pas beaucoup plus longues, elles ne sont pas beaucoup plus... enfin, on ne change pas vraiment de profil de formation, mais par contre, on a une vraie méthode en face. Et la méthodologie, elle est plus accessible, à mon avis, parce qu'on a vraiment des procédures de méthodologie, alors que dans la méthode 3CL, c'est une méthode algorithmique, mais on n'a pas dans les arrêtés de méthodologie de travail. Et il n'y a pas de normes de réalisation du DPE, par exemple. Hein. Oui, effectivement, c'est encore un autre sujet, bien sûr. Et effectivement, il y a beaucoup de causes à notre problématique. Vous avez bien raison, Stéphane. Cathy Segal, là, diagnostiqueuse du terrain. Vous n'étiez pas au webinaire du 4 avril. Effectivement, ça aurait été plutôt bien, d'ailleurs. Vous êtes vous-même certifié DPE, hein, donc vous êtes directement concerné, bien sûr, par ces évolutions de votre cadre réglementaire. Comment vous vivez justement cette augmentation, en tout cas souhaitée, hein, c'est une annonce, on ne connaît pas les détails, je le rappelle encore, mais les formations vont augmenter en nombre, les certifications, les surveillances et les contrôles vont augmenter également, de toute façon, en nombre. Comment vous vivez ça et puis comment
vous jugez l'impact sur le coût de votre entreprise en tant que diagnostiqueuse, Cathy? Alors moi, pour commencer, j'ai envie de dire qu'il faut arrêter de mettre le focus sur l'incompétence des diagnostiqueurs parce que ça devient vraiment insupportable. Bien sûr, nous sommes tous globalement conscients qu'il y a des améliorations à faire, notamment en ce qui concerne la formation. Ça, je crois que tout le monde s'accorde à le dire. Maintenant, on sait aussi qu'il existe des dérives, des opportunistes peu scrupuleux et qui vraiment nous malmènent et qu'on voit dans les médias. Voilà. Donc là, on vient de traverser quand même 1 an et demi d'instabilité liée au DPE. Qui est né dans la souffrance avec beaucoup de dysfonctionnements et on sait toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer lors de la mise en place. Maintenant, voilà, effectivement, je suis d'accord pour que la formation soit renforcée, c'est un bon signal parce qu'on en a besoin. On a besoin notamment de beaucoup plus de formation de terrain après les certifications, ça c'est une évidence. Mais ce que je ne comprends pas du tout, c'est qu'avant même d'évaluer les effets en termes de professionnalisation, puisqu'on va justement vers plus de jours de formation, on commence déjà à nous dire qu'il va falloir encore nous surveiller. Enfin, je trouve que c'est une aberration, vraiment. Et que de toute façon, les coûts engendrés seront sûrement insupportables pour la plupart des petites entreprises. Donc voilà. Et on est quand même constitué à 80% d'indépendants et de solos. Il ne faut pas l'oublier. Oui, ne l'oublions pas, vous avez raison. Donc voilà, les contrôles, je ne vois pas trop. Déjà, essayons d'avoir un regard sur les formations, l'augmentation comment dire, des jours de formation. Et après, on pourra discuter. Merci Cathy. Cathy parlait d'aberration, Bastien Hulin, à la vue de ces renforcements des formations, des certifications, surtout des certifications, parce que finalement les formations, bien sûr, ça va avoir un coût. Je trouve que tout le monde est un petit peu conscient quand même que la formation peut être améliorée, en tout cas, au moins dans sa qualité, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous en pensez, Bastien? Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut remettre un petit peu le contexte. Le diagnostic de performance énergétique, comme le disait Hervé, il est passé d'un document informatif il y a 12-13 ans qui devait être annexé au bail, au compromis de vente. Il n'était absolument pas regardé. Du moins très peu. Et aujourd'hui, il est au cœur du sujet. Il est devenu presque un régulateur du marché immobilier. C'est lui qui encadre le marché locatif, qui permet d'augmenter le loyer, qui permet de louer son bien, qui va déterminer aujourd'hui si l'audit énergétique est obligatoire pour une transaction. Donc, il a pris une place extrêmement importante dans le marché immobilier. Donc, automatiquement, le diagnostiqueur est devenu au cœur du sujet. Donc, la formation, bien entendu, il faut la muscler, tout du moins la formation initiale, plus de formation initiale, formation terrain, qui paraît d'une logique indéniable. Aujourd'hui, je pense que c'est pas Hervé pourra peut-être Hervé et Stéphane, pardon, pourront peut-être nous dire, mais quel est le pourcentage de premières formations et certifications qui sont faites en distanciel. Comment en passant des formations et des certifications sur les premières, sur les initiales, on peut apprendre à travailler sur le terrain, à faire un diagnostic de performance énergétique. Ce n'est pas possible. Donc, il faut muscler effectivement ces premières formations. Ensuite, je pense que la profession immobilière est aussi en train de se rendre compte que le DPE a énormément de conséquences sur le marché immobilier et le diagnostiqueur a beau être extrêmement bien formé, a beau avoir une expérience
du bâtiment conséquente, il y a une chose qu'il ne pourra jamais faire, c'est voir à travers le coffrage où est caché le ballon d'eau chaude, c'est voir l'isolation dans les combles qui ne sont pas accessibles, le système de VMC qui n'est pas accessible. Toutes ces informations, il ne pourra jamais les voir. Donc, il va mettre des valeurs par défaut. Et aujourd'hui, on a toujours travaillé en urgence sous la pression des commanditaires, des donneurs d'ordre, et automatiquement, des valeurs par défaut, des diagnostics qui ne sont pas représentatifs des biens, puisqu'on n'a pas les informations nécessaires. Donc, il faut prise de conscience de l'ensemble des acteurs immobiliers pour travailler différemment, peut-être moins dans l'urgence, peut-être utopique, hein, mais le ministère de la Transition écologique a fait une fiche qui s'appelle « Préparer mon DPE », qui n'a pas été diffusée vis-à-vis des professionnels de l'immobilier. Moi, je sais que au sein de mon entreprise, on l'a transmis à nos donneurs d'ordre. C'est un document qu'ils ont découvert, mais ces informations, elles sont nécessaires pour faire un diagnostic de performance énergétique de qualité. Donc, oui, pour revenir, oui, à une formation initiale plus musclée. Attention, par contre, au renouvellement des certifications, pour moi, doit être, pour nous, peut-être allégé. On a, je prends au sein de mon cabinet, j'ai des diagnostiqueurs qui sont certifiés depuis 2006 et qui sont diagnostiqueurs depuis une vingtaine d'années. Quand ils sont en renouvellement de certification, l'impression d'avoir des étudiants de terminale qui vont passer leur baccalauréat. Ils en sont malades. Voilà. Alors que ce sont des personnes extrêmement compétentes, sans aucun litige, qui font extrêmement bien leur travail. Et ça, on a des milliers sur le territoire, dans la profession. Merci. Bastien, on ne prend pas suffisamment en compte l'expérience dans notre profession. On le dit souvent. Je voyais Stéphane qui opinait du chef sur cette idée-là. Stéphane, justement, vous connaissez bien ces relations avec le ministère, les pouvoirs publics depuis longtemps. Vous avez participé depuis le début quasiment à toutes ces réformes sur le DPE, mais sur tous les autres sujets, bien sûr, qui impactent les diagnostiqueurs. Comment vous jugez justement ces concertations souvent subies? On a l'impression qu'elles sont souvent subies quand même par la profession. On est plus en réaction, on essaie parfois de sauver un peu certaines choses ou d'améliorer certaines choses, mais finalement, on n'est jamais moteur. Comment vous voyez ça, vous, Stéphane? Je le vois comme à peu près toutes les réactions qui ont été que j'ai vues lors du webinaire avec l'intervention du ministre Olivier Klein. Il y a vraiment, pour moi, la méthode de concertation est vraiment très expositive. On est souvent dans un calendrier politique. On s'inscrit souvent dans des réformes de calendrier politique. Là, pour moi, l'administration réagit à chaud. Des enquêtes qui ont critiqué le dispositif des DPE, qui ne permettent pas justement d'avoir des réponses fondées, parce que le diagnostic, quand il est mal posé, autant on peut critiquer le diagnostic de performance énergétique, mais quand on a pris les mauvaises hypothèses, on aura des mauvais résultats. C'est exactement valable pour ADHUP. À un moment donné, quand vous ne faites pas d'études préalables de ce qui ne marche pas, vous apportez les mauvaises réponses. C'est un préambule en expertise. Donc moi, je vous dis que ces relations sont, pour moi, pour ma part, c'est pas partagé par l'ensemble des acteurs, mais pour ma part, sont compliquées, surtout qu'on a une rotation permanente des interlocuteurs depuis 2000. L'OFIB existe depuis 2004, mais je dirais le DPE, premier interlocuteur, j'avais Alain Jacques, et aujourd'hui, ça a beaucoup bougé, mais c'est Monsieur Caron. C'est très compliqué d'expliquer. J'ai l'impression d'être dans une agence bancaire et de renouveler en permanence toute la connaissance du client et tout l'apprentissage client avec mes interlocuteurs. Alors, ils vont très vite quand même, on peut au moins le reconnaître ça. Mais à côté de ça, si vous voulez, c'est souvent je ne sais pas si on peut parler de concertation.
J'ai l'impression des fois qu'on est sur du 49.3 déguisé. Et la contradiction, si on l'a fait comme ça en expertise judiciaire, bah, ça passe pas. Donc, il n'est pas forcément tenu compte des observations que l'on fait. C'est pour ça que nous, en tant qu'OF, on a décidé là je parle au nom des OFDTI, de s'associer. Là, je vous fais une annonce en direct. On va s'associer puisque justement, on estime qu'il y a une vraie carence de prise en compte des remarques qu'on remonte, hein, y compris sur le sujet de la formation. Alors là, on est légitime à parler, au moins dans le domaine de la formation, je pense. Et en fait, comme on n'est pas suffisamment entendu ou qu'on n'a pas la sensation d'être suffisamment entendu, on va mettre en place cette association. Alors, il y a pas mal d'acteurs, hein, Absidia, Sherwood, ODI avec Yann Vogel, on a Néo-Formation, on a Irilus Formation, on a Sonello, on a pas mal d'acteurs, on est une douzaine d'OF. Et on espère être un petit peu plus entendu. On espère, je dis bien parce que c'est pas pour autant qu'on sera forcément entendu, mais on espère faire passer des choses. Et une des choses qu'on voudrait nous faire passer, c'est notamment dans le renforcement du cadre de la formation, c'est d'avoir des cas tests homogènes. On n'a pas envie de se retrouver avec des études de cas différentes d'un OF à un autre pour avoir des résultats différents. On voudrait aboutir à la même chose. Donc, vous voyez, là, on se rejoint sur la procédure qualitative, c'est-à-dire que on se voit pas avec un arrêté compétence où chacun fabriquerait son étude de cas. Et tout est relatif et bien sûr, en fonction des saisies, en fonction de la sensibilité de chacun, on peut avoir des interprétations bien différentes. Et donc, l'idée, ça serait qu'on ait une correction type et des corrections types qui aboutiraient au même classement énergétique. Bien, merci Stéphane. Alors revenons, Bastien, si vous voulez bien, à cette concertation, en tout cas, entre guillemets, hein, effectivement, on est, comme souvent, dans l'urgence. Ce plan d'action a été lancé l'été dernier. Il fallait une réponse rapide, hein, puisque c'est une réponse politique. Essentiellement, c'est une réponse politique aux enquêtes de 60 millions de consommateurs du FC Que Choisir. Et puis depuis, on a ce DPE bashing que l'on vit tous depuis le 1er janvier. Ça n'arrête pas. Vous pensez, Bastien Hulin, qu'on a encore la possibilité de réformer, en tout cas d'aboutir à des mesures qui sont réellement pertinentes et qui peuvent vraiment améliorer ce DPE dont on sait tous qu'il manque de fiabilité de toute façon? Je suis de nature plutôt optimiste, donc tiens, oui, il le faut. Il le faut pour la profession. Je pense qu'il peut peut-être aussi aller un petit peu plus loin. Il serait peut-être temps un jour de créer une vraie filière, du diagnostic immobilier, avoir des jeunes en sortie de baccalauréat qui pourraient passer peut-être un BTS, oui, on en parlera effectivement. Diagnostiqueur immobilier, avoir voilà, une véritable filière qui permettrait également de pouvoir détenir des budgets de formation continue qui pourraient également venir aider les diagnostiqueurs indépendants, les entreprises de diagnostic pour régler justement cette hausse du coût des formations et des certifications. Voilà, je dirais, ça tombe un petit peu sous le sens. Oui. Ça crée d'une filière. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de déontologie, également créer un code de déontologie qui existe dans énormément de professions, les infirmiers, les journalistes, les professeurs, les diagnostiqueurs. Oui. Voilà, il existe c'est un microcosme dans les professions en France. Je pense qu'il est temps de muscler notre profession. Oui, effectivement. Alors on parlera de cet aspect déontologique, puisque c'est vrai qu'on parle de compétences, mais il y a une vraie problématique de déontologie qu'on a pu tous, je pense, observer
au moins depuis le 1er janvier, mais ça ne date pas du 1er janvier, ça c'est évident. Revenons un peu, Cathy Segal, sur la formation des diagnostiqueurs sur le DPE. Comment est-ce que vous imaginez cette formation en termes de contenu? Est-ce qu'elle est suffisamment pratique? Comment est-ce que vous souhaiteriez que cette formation évolue? Parce qu'elle doit évoluer, forcément, Cathy. Vous avez coupé votre micro, a priori. Ça va être mieux avec le micro. J'ai remarqué souvent. Voilà, c'est bon. C'est bon? Allez-y, on vous entend. Donc, c'est sûr qu'au vu des enjeux écologiques et de la nécessité de la rénovation des bâtiments, on va avoir besoin de densifier le maillage des diagnostiqueurs. Donc, ça, c'est évident. Le constat aujourd'hui, je pense que c'est que la profession est peu connue. Et dans un contexte médiatique qu'on connaît, ça accentue les idées reçues et donc dévalorise énormément notre métier. D'ailleurs, à la FIDI, on essaie justement de faire des campagnes fiers d'être diagnostiqueurs, voilà, parce que c'est une profession qui doit être valorisée pour attirer des profils de qualité. Nous en avons tous besoin. Donc, à mon avis, déjà pour commencer, en effet, le tutorat professionnel doit être au bénéfice de l'ensemble de la filière, car aujourd'hui, le tutorat qu'on connaît en entreprise, donc accompagné par un collègue, voilà, risque en tous les cas de perpétuer des mauvaises pratiques. Donc ça, c'est quand même important de le souligner, puisque ça se passe comme ça. Et donc, il existe déjà des formations diplômantes en apprentissage, donc avec un triptyque théorie, pratique en centre de formation et terrain professionnel, je crois à 75%, voilà, qui sont pris en charge par les OPCO, donc qui assurent donc le financement des contrats d'apprentissage et qui permettraient un recrutement de qualité sur le long terme. Voilà. Merci, Cathy. Hervé, on en parlait très récemment de ces mesures de renforcement des formations telles qu'elles ont été présentées, encore une fois, le 16 mars et confirmées par le ministre le 4 avril. Si on va vers ce renforcement de la formation initiale, notamment du DPE, Cathy vient d'en parler, on risque peut-être d'avoir pendant un certain temps des diagnostiqueurs qui vont arriver sur le terrain là, avec une formation très dense, de presque 3 fois plus de jours que… Ah, elle est en train de nous quitter, Hervé, j'espère qu'il nous entend et qu'il va revenir. Ah, il est carrément parti cette fois-ci. C'est 5 fois plus. Hein. 5 fois plus. 5 fois plus. Voilà, si, on passe à 5 fois. Un ratio de 1 à 5, c'est beaucoup. C'est beaucoup, effectivement. Alors, Hervé, il a disparu. Donc, oui. Est-ce que Hervé, vous êtes là? Hervé? Le micro? Je vous avais perdu. Oui, on vous a perdu aussi, Hervé, je crois. Donc, je vais me connecter avec de la fibre parce que là, je crois que j'ai un souci de Wi-Fi. Je suis à vous. Je vais poser, Hervé, installez-vous tranquillement et je vais poser la prochaine question à Stéphane Ramon. On parlait de tutorat. Hein, le ministre a insisté beaucoup lors de ses annonces le 4 avril de tutorat. C'est une notion assez nouvelle pour notre profession, en tout cas pour le DPE. Qu'est-ce que c'est et comment est-ce que ça peut être mis en œuvre pour les diagnostiqueurs sur le DPE, Stéphane? Le tutorat, c'est encadrer un apprenant. Donc, on est dans la notion d'encadrer par un maître de stage. Donc, ce maître de stage est forcément un sachant qui maîtrise son domaine, par analogie à ce qu'on retrouve dans les CFA, où on a un enseignant qui, la plupart du temps, un ancien professionnel. La vraie problématique, ça va être qu'il ne faudra certainement, on aura des difficultés à recruter suffisamment de tuteurs pour assurer cette mission. Et en plus, il va falloir que les tuteurs soient officiellement certifiés, ce qui était déjà le cas pour les certifications OFDTI, puisque tous les OFDTI, leurs formateurs sont certifiés, ainsi que les formations, les contenus de formation ne sont pas sont certifiés au même titre que les diagnostiqueurs. Et donc, en fait,
et donc, en fait, ce tutorat, normalement, sera produit la 2e année et la 7e année. Donc, ça serait de l'accompagnement de l'OF dans le cadre d'une formation terrain, on va dire, pour vérifier qu'il n'y ait pas des écarts classiques entre la partie théorique de la formation et la partie pratique de la formation. Bien que, je pondère quand même, je pense que à ce jeu, il ne faut pas confondre formation et expérience. Alors, autant je suis pour le tutorat sur de la formation initiale, je ne sais pas si ça aura les mêmes effets sur quelqu'un, comme disait Bastien, il a des diagnostiqueurs qui sont là depuis 2006, qui font du DPE, alors qui sont là depuis plus longtemps, mais qui font du DPE depuis 2006, date d'entrée en application du fameux DPE. Quelqu'un qui réalise 500, 600 missions annuelles, je ne suis pas sûr qu'on soit en capacité de vraiment lui apprendre, en tout cas, des choses. Et est-ce que s'il le fait mal, est-ce qu'il va admettre aussi qu'il fait mal? C'est un vrai sujet, parce que à ce jeu-là, on n'a pas toujours raison. Donc voilà, c'est des problématiques qui se posent. J'ai pas toutes les réponses à votre question, Alain, parce que tout ça, c'est très frais. Et on a encore pour parler avec l'administration là-dessus et les groupes de travail. On nous a vaguement présenté quelques dispositions, mais c'est encore tout ça, c'est très flou. Oui, rappelons-le, tout ça est en concertation toujours. C'est intégré à une feuille de route qui concerne plusieurs plans de mesures, plusieurs blocs de mesures, notamment avec la mobilisation des autres acteurs autres que les diagnostiqueurs. On va en reparler parce que les diagnostiqueurs ne sont pas seuls responsables de la qualité des DPE, et puis aussi avec les outils qui vont être mis en place et l'homogénéisation des pratiques des organismes de certification, qui est un vrai sujet. On essaiera aussi d'en parler un petit peu après. Je voulais vous entendre aussi tous les quatre sur un point que je trouve quand même important, parce qu'on parle de formation, de compétences, d'expérience, mais on voit aussi beaucoup de diagnostiqueurs quand même qui sont peut-être compétents, mais qui font un peu n'importe quoi, je dirais, très familièrement sur le terrain. On le voit d'ailleurs dans les reportages en caméra cachée. Malheureusement, c'est un fait. Alors peut-être qu'ils sont par les journalistes très sélectionnés et que on ne va pas directement vers les meilleurs et ceux qui ont la meilleure réputation. C'est sans doute le cas aussi, on imagine bien, dans ce genre de reportage, mais quand même, ça interpelle beaucoup. Et on voit, j'avais un commentaire d'Éric, justement, qui est avec nous là aujourd'hui, qui nous disait, qui est en Haute-Savoie, je crois, Éric, qui me disait il faut vraiment virer les diagnostiqueurs qui font des grosses erreurs. Alors, comment est-ce qu'on fait pour virer les diagnostiqueurs qui font des grosses erreurs? Est-ce que, Cathy, par exemple, est-ce que le contrôle, le renforcement de la surveillance et des contrôles sur ouvrage peut permettre de virer les mauvais professionnels selon vous? Attention au micro. Micro. Désolée. Donc, avant de parler d'incompétences, moi, j'ai plutôt envie de parler de leurs compétences déjà, parce qu'on parle trop souvent d'incompétences des diagnostiqueurs, mais encore une fois, on a un contexte très particulier. On doit effectivement avoir beaucoup plus de communication de la part des pouvoirs publics pour faire des diagnostics de qualité, ça semble évident. Donc moi, j'ai envie de dire au contraire qu'on a beaucoup plus de compétences qu'on ne le pense. Ce n'est pas parce qu'on focus dans les médias sans avoir aucune… on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants, quels sont les documents qui ont été fournis, etc. Enfin bon, c'est un petit peu trop facile. Donc moi, j'ai envie de parler des compétences, de leur capacité d'adaptation, parce que franchement, c'est exemplaire. En 1 an et demi, tout ce qu'on a réussi à faire aussi, et c'est majoritaire. Moi, ce qui me gêne justement, c'est il y a une forme d'hystérie collective autour du DPE, évidemment, les réactions à chaud sont dommageables parce que voilà, c'est seulement un petit, ce sont quelques petits diagnostiqueurs peut-être qui sont sélectionnés et qui portent atteinte à l'ensemble de la profession. Voilà, ça me gêne énormément. Tout ça pour que finalement les diagnostiqueurs je pense sont lassés d'être jugés par les médias qui sont racoleurs et dont le but est uniquement de satisfaire leur objectif de vente. Voilà. Moi, c'est un petit peu je suis un petit peu en colère par rapport à ça. Je pense qu'il ne faut pas tenir compte de ce type de ce ne sont pas des analyses.
Vous voyez, les médias, je trouve que c'est vraiment, ça pose problème. En tous les cas, dans notre profession, on a besoin des diagnostiqueurs. Les diagnostiqueurs aujourd'hui en ont marre, vraiment, parce qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités, les pouvoirs publics. Il faut qu'on communique énormément sur ce qu'est notre métier, les enjeux. On a besoin de nous, mais aujourd'hui, il y a vraiment, moi j'entends, on en parle avec des confrères, il y a un ras-le-bol général. Donc, effectivement, il faut sanctionner, ça va de soi. Je veux dire, les personnes qui ont de mauvaises pratiques, qui font de grosses erreurs, évidemment, doivent être sanctionnées, individuellement d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les entreprises qui payent avec leur assurance professionnelle et qui auront du mal d'ailleurs à se réassurer, parce que la première sanction, ça sera celle-là déjà. Quand vous faites une erreur, vous ne pouvez plus vous assurer aujourd'hui, ou difficilement. Donc, il y a cette première chose. Et ensuite, il y aura la sanction des propriétaires qui sont aussi soucieux de la préservation de leur patrimoine. Donc, il ne faut pas les oublier, ceux-là non plus. Voilà. Donc, nos réglementations, qui plus est, sont quand même très complexes. Elles méritent d'être parfois ajustées. Il existe des vides juridiques énormes qui nous questionnent et nous fragilisent parfois. Donc, personne n'est à l'abri de faire des erreurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les forums sur les réseaux sociaux sont autant suivis. On voit vraiment qu'il y a un engouement pour des groupes Facebook sur le DPE, sur le mesurage, etc. Ce n'est pas pour rien. Donc, moi, j'ai envie de dire, avant de penser sanctions, avant de penser contrôle, déjà, il faut se poser les bonnes questions tous ensemble et sur la formation, la communication. Je pense que c'est primordial. Voilà. Merci. Cathy, effectivement, le ministre d'ailleurs l'a lui-même rappelé, c'est une minorité de diagnostiqueurs qui sont ciblés là, mais le souci c'est qu'évidemment c'est une minorité, mais que les autres diagnostiqueurs qui sont sans doute plus nombreux sont lésés aussi par ces mesures qui sont vraiment des mesures plus lourdes de renforcement et qui s'appliquent à l'ensemble de la profession, malheureusement, même à ceux qui travaillent bien, ce qui est un peu évidemment le problème. Stéphane Ramon, comment est-ce qu'on peut mieux contrôler, voire même écarter peut-être les mauvais professionnels? Est-ce qu'on en a les moyens d'abord? Parce qu'il y a une ambition du ministère, on le sent bien, mais est-ce qu'on en a les moyens? Préalablement, Alain, je vois que sur le chat, on nous fait grief de ne pas finalement écouter les diagnostiqueurs. Alors, je voudrais répondre à quelques affirmations qui ont été faites, c'est-à-dire sur la partie formation, puisque ça me concerne directement. Alors, sur la formation, je rappelle que dans les prérequis de certification de l'annexe, l'arrêté de 2021, mais c'était valable pour les autres arrêtés, il y a une preuve à apporter de connaissances professionnelles dans le bâtiment, soit d'un diplôme d'enseignement supérieur, soit d'un titre professionnel, ou soit d'une détention de connaissances équivalente à une expérience de 3 ans. Donc, sur le sujet, est-ce qu'il faut s'y connaître dans le bâtiment? Normalement, en formation initiale, techniquement, on ne devrait pouvoir rentrer que des personnes qui s'y connaissent à minima, dans le BTP ou dans la construction. Est-ce que ça fera des génies du diagnostic? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un préambule de certification. Donc, si il y a défaillance là-dessus, ça veut dire qu'il y a défaillance du dispositif actuel. Alors après, sur les messages, je reprends. J'étais plus sur votre question, Alain, excusez-moi. Non, moi, effectivement, je voulais vous interroger sur ce contrôle, sur le contrôle. Donc on peut éventuellement organiser l'écartement, on va dire, des mauvais professionnels qui existent et qui font du mal à la profession, au DPE et à l'image de la profession. Stéphane. Le contrôle, en fait, tout simplement, moi, je pense, là, je partage pas tout à fait l'avis de Cathy. Je pense qu'il faut qu'il y ait des sanctions administratives. Je pense qu'il faut qu'il y ait un contrôle comme les CRC, les contrôles réglementaires de construction, qui soient aléatoires. Il faudrait qu'il y ait la menace du gendarme, en fait, et du flash. Il faut qu'il y ait la sanction du flash à un moment donné. Les mauvaises pratiques, et Dieu sait que les diagnostiqueurs chevronnés sont très militent énormément sur le fait qu'il y ait des verrues dans le métier. Il faut que les verrues soient extraites du dispositif. Elles font du tort. C'est effectivement les journalistes mal intentionnés ont tout intérêt à aller vers ces verrues pour faire des reportages sensationnels. Mais par contre, il faut admettre que là, je reprends les propos d'Hervé Pogam, il faut qu'il y ait une dose d'éthique, de déontologie
il faut que ça fasse partie des enseignements aussi. Ce que disait Bastien tout à l'heure, Hulin, c'est à savoir que des professionnels comme de l'immobilier ou de l'assurance sont déjà formés au code de déontologie et d'éthique, donc ils ont des obligations de formation là-dessus. Je pense que ça devrait faire partie des obligations de formation aussi, même si ça peut paraître un peu candide, mais il n'est pas... de toute façon, il y a toujours ce sujet sur la distorsion entre les pratiques commerciales, l'envie de séduire un client, un mandataire ou un donneur d'ordre, et forcément, à un moment donné, ça peut vite déraper. Là, c'est une activité de contrôle, et le contrôle, généralement, devrait être, d'ailleurs c'est déclaré dans les arrêtés, devrait être indépendant de toute pression commerciale. Ouais, Hervé Pogam, vous me parliez récemment des données qu'on a à notre disposition, notamment l'ADEME, hein, qui a quand même beaucoup de données, on a une data importante, qui n'est pas exploitée sur le contrôle des DPE. Sans doute qu'il y aurait des choses à faire sur ce plan-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé? Alors, j'ai entendu beaucoup de choses. Je voulais juste peut-être essayer de faire en sorte qu'on ne s'éloigne pas, trop entre guillemets de cette feuille de route. C'est-à-dire qu'on a affaire aujourd'hui à un prescripteur qui a de toute façon acté, quelles que soient les réactions, on le voit maintenant depuis de nombreux mois, des diagnostiqueurs, des fédérations, des organismes de formation, de certification, la partie montée en compétences, formation, sanction en certification est acquise. On ne connaît pas encore le détail précis. Là où il va falloir faire très attention, je suis d'accord avec Mme Segal, il y a un aspect financier là-dedans auprès duquel il va falloir être extrêmement vigilant parce que cette profession de diagnostiqueur immobilier, c'est une profession que je qualifie depuis une vingtaine d'années d'une profession cheap. Cheap dans le sens où depuis 20 ans, les formations sont des formations peu chères, courtes. Les certifications ne coûtent pas cher. Je sais que je vais faire hurler tout le monde en disant ça, mais ce métier avance avec peu d'argent. La facture moyenne, le panier moyen d'un diagnostiqueur n'est pas très élevé non plus, d'où de nombreux rendez-vous par jour. Donc, il y a une réelle refonte complète du métier qui va devoir se faire dans les années qui viennent. Ensuite, on peut toujours dire Yaka, Faucon, etc. Il va tous falloir qu'on se mette autour de la table parce que ce métier doit être repensé de A à Z. Il faut que le diagnostiqueur puisse gagner correctement sa vie, de façon à ensuite pouvoir effectivement proposer des formations intelligentes à des futurs collaborateurs. On ne pourra rien faire sans argent. Or, il faut d'abord que la profession puisse en gagner correctement à chaque rendez-vous avant de pouvoir proposer autre chose. Il faut aussi, je pense, faire attention à ce ticket d'entrée. Parce qu'aujourd'hui, la profession a besoin globalement d'un peu plus de 1000 personnes par an. Vous connaissez tous ces problèmes de recrutement et certainement beaucoup plus que moi. Or, si on décide de monter une compétence par le biais, je ne sais pas, de bâtiment, de ce que l'on veut, je n'ai rien contre dans l'absolu, mais il faut quand même faire très attention que cette profession aujourd'hui a besoin, la profession est très consommatrice de diagnostiqueurs. Donc, si on ferme la porte du jour au lendemain, que va-t-il se passer pour la profession? Il faut aussi en tenir compte, je pense. Il n'y a pas le choix. Par rapport ensuite à la gestion quotidienne, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que les deux volets, formation, certification, on voit globalement vers où on va. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui, par rapport au DPE, on a aujourd'hui un très bel outil, puisque tous les DPE sont publiés à l'ADEME, que tout ça transite par des très beaux algorithmes et qu'il ne me paraît pas extrêmement difficile de pouvoir faire ressortir des incohérences sur des DPE qui seraient faits dans des bâtiments sur lesquels il y a des étiquettes moyennes qui sont attendues, et que quand un diagnostiqueur génère assez couramment des DPE qui sont en dehors du cadre, je pense qu'il serait assez facile de faire remonter un signal d'alerte ou un mail auprès de l'organisme de certification qui lui-même pourrait faire remonter auprès du diagnostiqueur qu'il est nécessaire de lui rappeler que son état des lieux doit être cohérent, etc., etc.
Tout ça peut certainement être mis en place assez facilement. De la même façon, les DPE qui s'enchaînent pour un même bien, parce qu'on a un propriétaire qui va faire venir un diagnostiqueur X, la note ne lui convient pas, 3 jours après, il fait revenir un autre diagnostiqueur pour obtenir une meilleure note. J'imagine que l'ADEME peut aussi assez facilement voir la publication de 1, 2, 3 DPE successifs sur le même bien qui ne donnent pas la même note. Et donc, tout ça peuvent être des signaux d'alerte qui permettraient, sans sanctionner directement, mais qui permettraient de faire un mail de rappel au diagnostiqueur, sans préjuger lequel des DPE est le bon, mais de dire, voilà, pour information, le DPE que vous avez publié sur ce bien a déjà fait l'objet d'un autre DPE pour lequel l'étiquette énergétique était en F, et nous vous rappelons votre responsabilité quand, voilà, je pense qu'on pourrait déjà aller là-dedans. Est-ce que notre prescripteur, donc cette fameuse direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, va se laisser convaincre? Ça fait partie, encore une fois, du rôle des fédérations. On a parlé d'associations tout à l'heure. Il existe une association pour les organismes de certification. Il va y en avoir une pour les organismes de formation. Les fédérations, il y en a, alors je ne connais pas, je connais bien la CDIF-NIM, je connais bien la FIDI, mais ça peut permettre de pouvoir mettre autour d'une table 3 ou 4 interlocuteurs qui représenteront l'intégralité de la profession, hein, et je pense, enfin, je vois mal comment le prescripteur, j'espère qu'il nous entendra ou qu'il se donnera la peine de nous écouter un tout petit peu, je vois mal comment le prescripteur ne pourrait pas entendre et souscrire à tout ou partie de propositions cohérentes que l'on pourrait faire. Voilà, parce que c'est vrai que côté certification, on n'en a pas parlé beaucoup, mais on réclame depuis des années des grilles de sanctions communes pour des contrôles sur ouvrage, par exemple. Nous sommes prêts à aller dans ce sens-là, mais on rappelle à tout le monde que nous sommes des entreprises de droit privé avec de la concurrence et qu'on peut difficilement établir chacun des barèmes de sanctions qui n'auraient absolument aucun sens. Il faut que notre prescripteur nous donne un barème de sanctions que l'on met ensemble. Ce barème de sanctions, tous les OC l'appliquent, ce qui fait qu'un certifié ne peut pas dire je préfère aller chez Paul ou je préfère aller chez Pierre. Et ça fait partie dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. C'est vrai qu'il est prévu une publication d'un texte pour cet été. On peut peut-être espérer, hein, mai, juin, il y a encore quelques semaines de travail pour peut-être amener notre prescripteur sur des chemins qu'il n'a pas mis en évidence de prime abord. Pourquoi? Parce que vous l'avez tous expliqué, c'est une réponse avant tout politique à des articles et à de nombreuses prises de parole dans les médias. Donc, soit, c'est acté, on va faire avec, mais il faut profiter de cette montée en compétences qui, encore une fois, ne peut pas nuire à la profession dans l'ensemble, si elle est intelligemment mise en place et financièrement soutenable par la profession. Il faut en profiter pour dire à la DHUP, oui pour les formations, oui pour les certifications, mais écoutez-nous côté diagnostiqueur, écoutez-nous côté donneur d'ordre. C'est la base. Merci Hervé. D'ailleurs, je rappelle que contrairement parfois à un amalgame qui est fait par certains professionnels, les OC, les OF que vous êtes, subissez aussi ces dispositifs. Ce n'est pas vous qui demandez une augmentation des contrôles, des jours de formation, etc., etc. Après, vous devez bien sûr appliquer les dispositifs qui sont intégrés dans des arrêtés. Bastien Hulin, toutes ces problématiques-là dont on parle, que l'on observe sur le DPE notamment, légitimisent ces propositions de la CDI-FNAM, pas que la CDI, bien sûr, tout le monde le souhaite de toute façon, mais de professionnaliser à tout niveau cette filière du diagnostic immobilier avec des diplômes, avec un conseil déontologique, aussi peut-être avec une carte professionnelle, comme le propose la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNAM, n'est-ce pas, Bastien? Oui,
Effectivement, alors pour revenir très, très rapidement sur la carte D ou la carte professionnelle, enfin, appelons-la comme on veut, d'ailleurs on ne l'a pas nommé, rien n'est défini. La carte professionnelle, c'est avant tout des idées. C'est des idées de sanctions pour les brebis galeuses, de muscler les formations initiales, de mettre des prix planchers. On a parlé de l'encadrement des prix. Des prix compliqués, mais mettre en place des prix planchers. Toutes les idées ont été portées par l'ensemble des fédérations, l'ensemble des acteurs du métier. Donc, allons peut-être outre la carte professionnelle qui peut-être a été mal comprise. Je pense que les diagnostiqueurs terrain se sont dit on nous rajoute quelque chose. Mais rappelons-nous que cette carte professionnelle, c'est avant tout des idées et un programme. Ces idées, ces programmes partagés par l'ensemble de la profession. Alors, mettons-nous autour d'une table, travaillons différemment sur une carte, mais en tout cas sur ces idées. Ce sont avant tout des idées, mais il faut avancer, il faut sanctionner, il faut mettre des prix planchers, il faut que les... je l'ai dit dès le départ, les personnes qui se forment aujourd'hui en 100% distanciel et qui s'installent en tant que diagnostiqueurs, alors c'est à peu près 1 sur 2 aujourd'hui qui se mettent à leur compte, ne peuvent pas faire un travail correctement. Ils n'ont pas d'expérience de terrain. Alors, effectivement, il faut revoir cela, muscler les formations, du tutorat, mais en tout cas, voilà, les idées de cette carte professionnelle que la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNIM a proposée doit être travaillée sur une table ronde avec d'autres acteurs et d'autres fédérations, notamment avec nos amis de la FIDI et CITIA. Voilà. Merci Bastien. Hervé disait déjà 3 fédérations, à quand une seule et vraie fédération? Alors là, non, là on serait dans le miracle, éventuellement. On en a 5 actuellement, peut-être une 6e bientôt qui arrive. Donc, effectivement, on a si on va sur la création d'une vraie filière, il va falloir créer peut-être une intersyndicale, avoir que les fédérations se rejoignent. Effectivement, peut-être utopique aujourd'hui. C'est pas spécifique au diagnostic. Hein. Ah non. Vous prenez la FFB, la CAPEB, les enjeux sont bien distincts. Bien sûr, bien sûr. Même si c'est une filière autrement plus importante que la nôtre tout de même. Non, mais très bien. Merci Bastien. Même si c'était aussi un commentaire qu'on pouvait faire, mais il y a quand même... voilà, Hervé Stéphane nous annonce une association regroupant des organismes de formation, les OC aussi se regroupent, les fédérations aussi ne travaillent pas les uns contre les autres sur cette feuille de route, là, sur ce plan d'action. Ils sont en concertation eux aussi, ils essayent aussi de trouver des mesures et des contre-mesures qui soient acceptables par tous. Donc, il y a vraiment un travail aussi qui est fait en commun là sur cette concertation. Il était temps, mais c'est à saluer en tout cas. Juste un mot, Cathy Segal, on n'a pas beaucoup de temps, c'est dommage parce que le sujet est tellement vaste, mais parler aussi de la responsabilité des donneurs d'ordre, parce que je le disais en préambule, les diagnostiqueurs ne sont pas seuls responsables sur le terrain de la qualité d'un DPE. Vous rencontrez sans doute beaucoup de soucis aussi, notamment pour récupérer des données et pour expliquer la réalité d'un DPE. Comment vous vivez ça au quotidien, vous, Cathy? Oui, alors en fait, tout ça, c'est aussi un problème de communication. Oui. Communication auprès des grands médias, auprès de nos prescripteurs. Ils ont aussi des syndicats qui pourraient les avertir quand même de la nécessité aujourd'hui de commander des DPE en ayant un minima le titre de propriété, ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement complexe. On a vraiment un travail de pédagogie à faire
important tous les jours, qui nous coûte en temps, en énergie, bien souvent. Donc, je pense qu'il faut vraiment se faire respecter aujourd'hui. On n'est plus, voilà, on ne nous envoie pas comme ça une commande, allez, je t'envoie au casse-pipe et puis on verra bien. Et puis, quand j'ai la sanction de la note en F ou G, en passoire, là, on s'alerte et c'est branle-bas de combat. Et ensuite, on nous envoie des documents. Enfin, je veux dire, c'est plus possible. Moi, aujourd'hui, je fais payer les renouvellements parce que je trouve qu'il faut nous respecter à un moment donné. Il n'est plus question d'envoyer le petit diagnostiqueur comme ça, faire son diagnostic avec rien, aucun document. Voilà. Et puis, des gestionnaires qui se lancent la balle avec les syndics, etc. Enfin bon, c'est du tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, moi, je serais justement pour l'idée d'avoir à minima un titre de propriété envoyé avec un bon de commande. Il me semble que c'est vraiment… voilà, ça devrait être la règle. En tous les cas, encore une fois, il faut vraiment qu'on se fasse respecter. Il y a des enjeux importants, la neutralité carbone, la rénovation des bâtiments. On est vraiment voilà, dans le vif du sujet et je trouve inadmissible justement que chacun mette le focus, encore une fois, et que les diagnostiqueurs soient dans le viseur et que les autres ne prennent pas leurs responsabilités. Voilà. Avant de parler de carte D, etc., moi, je pense qu'il faut d'abord, prioritairement, qu'il y ait un travail pédagogique pour tous les acteurs de l'immobilier aussi. Voilà. Merci. Cathy, Bastien, Hulin, vous aussi à la tête de votre entreprise, vous ressentez aussi ce manque de communication, alors parlait Cathy, du ministère sur la réalité, ce qu'est réellement un DPE, est-ce qu'on doit en attendre et quelle est aussi votre relation avec les donneurs d'ordre, vos clients au quotidien? Alors, on sent depuis le 1er avril et l'arrivée de l'audit énergétique, une prise de conscience des donneurs d'ordre sur l'intérêt d'avoir un diagnostic de performance énergétique qui soit conforme au bien. Alors, allez, petit à petit, on est vraiment dans le prémisse de récupérer toutes les informations. Mais ça démarre. Je pense que de toute façon, tant qu'on continuera à intervenir dans des délais très courts, sans information, des délais très courts, sous 48 heures, c'est tout, on reçoit des multitudes d'ordres de mission. Merci d'intervenir pour la fin de semaine, pour une mise en vente. Il me faut absolument le rapport pour vendredi. On intervient sur des prix qui ne sont aujourd'hui pas assez valorisés par rapport au travail fourni, par rapport aux documents et l'importance du diagnostic de performance énergétique comme l'ensemble des diagnostics d'ailleurs. Donc, un début de prise de conscience, il faut des délais qui soient plus longs, il faut plus de temps sur le terrain, il faut faire un travail en amont pour récupérer ces informations. Alors, on a parlé des professionnels de l'immobilier, mais également des propriétaires. Par exemple, c'est vrai qu'au sein de mon entreprise, quand on fournit un devis, on met automatiquement la liste de tous les documents qui sont indispensables pour la réalisation d'un bon DPE. Le propriétaire, quand il reçoit ce devis, il regarde une seule chose, le montant TTC à régler. La liste des documents, effectivement, il nous l'envoie après réception de son diagnostic de performance énergétique, comme le disait Cathy. Et là, à ce moment-là, on va refaire de la pédagogie. C'est plus possible. Donc, il faut effectivement instaurer des forfaits pour retravailler des diagnostics de performance énergétique après l'élaboration de celui-ci si on n'a pas reçu les documents. Et il faut faire énormément de pédagogie, comme ce que je fais là aujourd'hui, pour le jour où on a fait des formations, des réunions d'information avec des prescripteurs, avec des agences notamment de la FNAIM, pour les sensibiliser
sur ces données d'entrée qui sont indispensables pour faire un bon diagnostic de performance énergétique, et notamment l'année de construction du bien. Alors voilà, on reçoit des ordres de mission construction après-guerre. Ah, déjà, quelle guerre? Ouais. Et ensuite, donc la Seconde Guerre mondiale, d'accord, on est en 2023. Donc, c'est quand même passé quelques années après-guerre. Donc, et on a des informations qui sont totalement erronées ou superflues, des années de construction qui ne sont pas du tout assez précises. Là, cette semaine, j'ai un collaborateur qui intervient sur une maison où on dit que la maison est 2013, en pierre de 1900. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut sensibiliser. Oui. Ça arrive. Enfin, je trouve que petit à petit, on y arrive. Il y a une sensibilisation, et notamment, malheureusement, qui arrive trop tard. Parce qu'entre-temps, il s'est passé quand même beaucoup de temps depuis le 1er juillet 2021. Ça arrive trop tard, mais ça arrive petit à petit. C'est déjà un bon prémisse. Merci Bastien et merci à tous les quatre. Il est 10h36, on a dépassé notre temps. On ne pourra pas forcément parler des tarifs aussi, c'est un autre sujet important, je sais bien, mais il nous manque du temps là. Et puis, comme je disais, le sujet est tellement vaste, très transversal finalement. Il y a beaucoup de problématiques sur ce DPE qui nous dépassent même nous, diagnostiqueurs. Oui, Bastien. Juste une petite parenthèse pour les tarifs. Je pense qu'il faut profiter. Là, on a une opportunité aujourd'hui sur la mise en avant de ce diagnostic. Il faut profiter de cette période pour réajuster nos prix. Là, je parle d'un ajustement. C'est vendre le diagnostic à sa juste valeur. Il faut un temps imparti pour faire ces diagnostics, ils doivent être vendus à leur juste valeur. On a les formations, les certifications, on a une augmentation du coût des charges, de l'essence, etc. Augmentons les prix, tout augmente. Tout augmente et les prix des diagnostics restent trop serrés, trop bas. Il faut revaloriser, redorer notre profession et ça passe bien entendu par les prix. Oui, revaloriser. Oui, non, vous avez parfaitement raison et ça sera même une nécessité de toute façon à terme parce que les coûts des entreprises de diagnostic immobilier augmentent et vont continuer sans doute à augmenter de toute façon. Donc, il faut absolument avoir ces stratégies de revalorisation des coûts. C'est peut-être, comme vous dites, le moment dans ce contexte très particulier des DPE et ces nombreux enjeux. Bon, dommage, on ne parlera pas des tarifs, mais j'ai bien compris que tout le monde était un peu aussi sur cette idée-là. Malheureusement, on voit des tarifs d'audit à 250 €. Je voyais ça sur le chat, ça commence mal. Et puis, il y a des DPE aussi. Hervé Pogam m'en parlait récemment, 14 €. Sachant que les FED avaient annoncé 1 000 € pour un audit. Oui, on est très très loin des 250. Là. On commence à en être loin. Donc là, ce n'est pas de la responsabilité des OF ni des OC. Il faut que chacun reprenne ses responsabilités. Voilà, gros sujet, effectivement. On pourra faire un webinaire express sur ces tarifs, mais c'est vrai que c'est peut-être même le nœud de notre problème, sans doute d'ailleurs. Merci vraiment à tous les cas. Désolé, pas beaucoup de temps, mais on ne va pas non plus prendre toute la matinée aux diagnostiqueurs qui ont autre chose à faire que de suivre nos webinaires. J'espère qu'ils ont des diagnostics à faire, des audits notamment, et des DPE. Merci vraiment à tous les quatre pour cet échange plus libre entre nous, je pense plus concret, plus terrain. Merci beaucoup, donc Stéphane, Bastien, Cathy, Hervé. Merci à tous les quatre d'avoir pris ce temps-là. Je rappelle que le webinaire est enregistré, donc il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de Diagactu, et puis on reviendra de toute façon forcément sur tous ces sujets. On attend d'ailleurs, on y reviendra avant, mais cet arrêté modificatif qui doit arriver au cours de l'été, peut-être à la fin de l'été, et qui va donc détailler ces mesures de renforcement des formations et des certifications sur le domaine énergie. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Merci Alain, merci aux participants. Merci. Merci d'avoir suivi. Et merci au chatter. Au revoir. Merci au chat. Bon courage, au revoir.